les grandes puissances sont prêts à céder aux deux membres de l'Afrique un droit de veto. Que si on avait évoqué le cas du Brésil ou de la Turquie, je ne suis pas certain que l'on aurait refusé à ces pays un droit de veto. En Chine, le forum de coopération sino-africain. Les Chinois ont fait cet effort-là de rétablir un peu les choses et d'actualiser, je dirais, les bénéfices qui revenaient de droit à l'RDC. Encore une fois, je le répète, les États n'ont que des intérêts. Et bloquer la machine gouvernementale dans un futur proche. Barnier tentera vraisemblablement de faire ce qu'il peut, mais je pense que le plus probable, c'est une nouvelle dissolution. Et là, il faut bien le dire, nous serons à 2 ans d'une élection présidentielle à laquelle Emmanuel Macron ne participera pas. De partout vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique où nous allons parler du JT diplomatique. Qu'est-ce qui est au menu de ce JT diplomatique depuis les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas? Premièrement, nous allons parler de l'allocution du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Quelle a été la portée de son message? La 79e Assemblée générale des Nations unies, quel bilan pouvons-nous faire de ces assemblées générales? Les allocutions qui ont été portées par les représentants des nations ainsi que les présidents de la République, qu'est-ce que nous pouvons y attendre? Les crises régionales, notamment en République démocratique du Congo, avec le Rwanda et d'autres crises, le Sahel, une année après, quel bilan que nous pouvons en faire? Perspectives de coopération et de gouvernance, enjeux de prochain sommet de la francophonie et des défis politiques récents en France et en Belgique sont là les éléments que nous allons analyser dans notre JT diplomatique depuis les États-Unis d'Amérique. Pour présenter ces JT, nous ne serons pas seuls. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous depuis Washington Henri Désiré Nzouzi, qui est le producteur associé du JT diplomatique, ainsi que expert en diplomatie internationale. C'est avec lui que nous allons échanger. Henri Désiré Nzouzi, nous vous saluons. Bonjour à tous, bonsoir selon la zone géographique où vous vous tournez et surtout merci de m'accueillir. Henri Désiré Nzouzi, vous voyagez à travers le monde pour des raisons professionnelles. Cette fois-ci, vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Vous avez commencé premièrement à New York et ensuite aux États-Unis. Vous êtes allé à Washington. Quel est le but de votre visite professionnelle aux États-Unis d'Amérique? Henri Désiré Nzouzi. La première raison, c'est que depuis quelques années maintenant, je couvre les activités de l'Assemblée générale, cette 79e Assemblée générale qui s'inscrit au fond dans une sorte de tradition et de continuité, m'amène effectivement à essayer de suivre ce qui s'y passe. Ça, c'est une première chose. La deuxième raison, évidemment, elle est davantage liée à ma collaboration avec La Voix de l'Amérique, dont je suis contributeur depuis maintenant 2012 et qui m'amène à réaliser un certain nombre de programmes. Je suis d'ailleurs intervenu dans l'émission Washington Forum à propos notamment de la perspective de la création de 2 postes de membres permanents pour l'Afrique. Et à côté de ça, évidemment, il y a d'autres événements. En marge de cette Assemblée générale, j'ai notamment participé à une réunion sur les minerais stratégiques en République démocratique du Congo. Henri Désiré Nzouzi, avant d'atterrir aux États-Unis d'Amérique, vous étiez à Londres pour la retraite des pays membres de l'African Risk Capacity LTD, la mutuelle panafricaine de gestion de risque. Quel a été l'objectif de ces assises et quelle est la vision de ces assises? Il faut rappeler qu'en 2012 a été créée l'African Risk Capacity, vous l'avez évoqué, c'est la mutuelle panafricaine de gestion de risque. C'est une agence de l'Union africaine qui a pour vocation d'intervenir dans les pays qui font face à des calamités, des catastrophes naturelles à cause du changement et des dérèglements climatiques. En 2014 a été créé ARC Limited, qui se veut en fait le bras armé de cette agence. C'est une société d'assurance, on va dire les choses très simplement,
qui intervient dans les pays qui justement souscrivent une prime leur permettant de couvrir un certain nombre de dommages qui sont notamment causés par ces catastrophes naturelles. Et chaque année, depuis maintenant 4 ans, les membres de l'African Risk Capacity se réunissent une fois dans un pays, notamment l'an dernier, j'ai notamment animé les débats à Lomé au Togo. Cette année, c'était à Londres, à l'initiative du FC d'IDEO, qui est un partenaire important de l'African Risk Capacity, qui, je le rappelle, a d'autres partenaires comme notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres structures étatiques ou non étatiques importantes qui justement contribuent à ce que les efforts de l'African Risk Capacity dans les pays concernés puissent porter leurs fruits. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Washington et Texas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. Nous débutons avec notre premier dossier. Vous le savez, le président de la République, Félix Tshisekedi, a participé à la 109e Assemblée générale des Nations unies, auquel il a porté le plaidoyer de la République démocratique du Congo. Henri Désiré Nzouzi, selon vous, quelle est la portée du président de la République démocratique du Congo et quels sont les éléments importants à retenir de son allocution? Je ne vais pas rappeler ici la position géopolitique et stratégique de la République démocratique du Congo sur le continent africain et la place qu'occupe notre pays sur l'échiquier mondial. Le président de la République a apporté un plaidoyer fort et puissant en rappelant bien évidemment les priorités de la RDC, mais en pointant également les insuffisances qui sont malheureusement, il faut bien le dire, liées au fonctionnement des Nations Unies, notamment en matière de gestion, prévention et règlement de conflits. On le sait, depuis maintenant un certain nombre d'années, notre pays fait face notamment à l'Est à des problèmes d'ordre sécuritaire qui sont essentiellement imputables au Rwanda, et il y a un nombre important de rapports qui ont été rédigés, élaborés, qui n'ont jamais donné lieu sérieusement à des débats ni à des sanctions. Jusqu'ici, nous sommes cantonnés à des condamnations, mais il faut franchir un pas supplémentaire, c'est celui des sanctions, car je dirais la raison même de l'existence des Nations Unies, c'est de pouvoir précisément sanctionner les pays récalcitrants, ceux qui violent la lettre et l'esprit de la charte des Nations Unies. Et le président de la République a eu à cœur de le rappeler, pas seulement par rapport à la RDC, mais il s'est également appesanti sur d'autres crises qui aujourd'hui donnent l'impression d'être un peu abandonnées parce qu'il y a effectivement d'autres théâtres d'opération qui focalisent toute l'attention. Il a également insisté sur la nécessaire solidarité entre les États, mais aussi eh bien, espérer justement que la perspective de l'entrée de pays africains au Conseil de sécurité en tant que membre permanent se fasse notamment avec un droit de veto, car cela n'aurait aucun sens d'aller faire de la figuration dans une instance qui, le moins que l'on puisse dire, n'a pas rempli toutes ses obligations ces dernières années.
Restons toujours à la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York, où les leaders du monde se sont succédés. La dernière participation de Joe Biden, président des États-Unis, dans cette assemblée, vous avez eu le président Macron, vous avez eu tant de leaders dans le monde, à l'exception de la Russie qui n'a pas participé à ces assises. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Réformulation de l'Assemblée générale, notamment sur la question du Conseil de sécurité pour l'adoption de 2 nouveaux membres. La première question, est-ce que nécessairement, quand on parle de 2 sièges, c'est l'Afrique qui doit avoir des sièges ou bien il y a d'autres points du monde? Et pour terminer, est-ce que les grandes puissances sont prêtes à céder aux 2 membres de l'Afrique, s'ils siègent au sein du Conseil des Nations Unies, un droit de veto? Henri Desgrendes. Alors, de façon générale, ce qu'il faut évidemment retenir, c'est la dernière intervention du président Joe Biden, président sortant, puisque vous le savez, au mois de novembre, les États-Unis vont élire leur nouvelle présidente. Ça, c'est un premier point. Concernant cette affaire d'entrée dans le Conseil de sécurité en qualité de membre permanent sans droit de veto, je dois vous avouer que je suis extrêmement mitigé et j'y vois plutôt beaucoup d'hypocrisie pour 2 raisons. La première, c'est que si vous accordez cette opportunité, pour ne pas dire ce privilège, d'intégrer le Conseil de sécurité sans le droit de veto en qualité de membre permanent, eh bien, vous allez, malgré vous, vous retrouver dans une 3e catégorie de membres. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous avons les membres permanents, on les connaît historiquement, ce sont les 5 membres permanents qui ont notamment en commun de détenir l'arme nucléaire de manière totalement officielle. Ils ont le droit de veto, bien évidemment. Vous avez les membres non permanents, qui, eux, évidemment, siègent de manière périodique, hein, pour des périodes allant de 2 à 3 ans. Et puis, avec cette perspective d'entrée de pays africains, vous avez une 3e catégorie de membres permanents, mais sans droit de veto. Alors, nous avons là, évidemment, un problème. On peut effectivement reconnaître que depuis quelques années maintenant, il y a moins de conflits sur le continent africain, même s'il y a des théâtres d'opération qui restent extrêmement actifs. On pense évidemment à l'est de la RDC, on pense évidemment à la situation au Soudan et on pense évidemment aux terroristes dans le Sahel. L'Afrique a eu beaucoup de difficultés, je dirais, à pouvoir parler d'une seule voix sur des sujets importants. On l'a vu notamment au mois de mars 2022, lorsque il y a eu ce vote à l'Assemblée générale pour sanctionner l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. On a vu comment est-ce que l'Afrique a voté. On a eu 3 blocs, il y a ceux qui ont voté contre, il y a ceux qui ont voté pour, il y a ceux qui se sont abstenus. Il y a même une 4e catégorie de pays qui ne sont même pas venus voter. Et on voit très bien la difficulté pour l'Afrique de se mettre d'accord sur des dossiers importants. On le voit dans Gaza, on le voit en Ukraine, on le voit notamment dans le dossier du Sahara occidental. Bref, il y a énormément de difficultés. Alors, évidemment, sur le plan de la symbolique, c'est toujours important de pouvoir intégrer un continent qui, historiquement, est le plus ancien, est l'un des plus peuplés et qui a fait montre de résilience dans un certain nombre de dossiers. Mais tout de même, il faut quand même rappeler que au niveau du continent africain, en dehors de l'Union africaine, vous avez des zones d'intégration régionale ou sous-régionale, on ne va pas les citer, on les connaît tous, qui ont essayé chacune à leur manière de pouvoir apporter des solutions à des problèmes qui se posaient avec acuité. Cela ne s'est pas toujours fait avec efficacité. La deuxième chose, c'est que on a vu la difficulté également pour les pays africains de pouvoir avoir une position ferme et commune sur d'autres dossiers. Cela les fragilise souvent lorsque vous avez encore cette tentation de certains pays de continuer à traiter en bilatéral avec soit leur ancienne puissance tutélaire ou alors avec des partenaires dits
privilégié. Vous l'aurez compris, il y a encore beaucoup de travail. Cela étant, le fait que l'Afrique ne soit pas toujours unie sur certains dossiers ne lui prive pas, évidemment, d'une possibilité de pouvoir siéger en tant que membre permanent, mais vous devez aussi comprendre une autre chose qui me semble essentielle, et c'est pour cette raison, je pense que ce dossier n'est pas clos. Vous avez des acteurs majeurs comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, qui ont un rôle géopolitique et stratégique très important. Et vous aurez aussi remarqué que la logique de bloc semble aujourd'hui s'affirmer, même au sein du Conseil de sécurité. Je rappelle que sur les 5 membres permanents, vous en avez 2 qui appartiennent aux BRICS, ce sont évidemment la Chine et la Russie. Vous en avez 3 qui appartiennent à l'OTAN, ce sont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Si vous prenez la France individuellement, elle représente l'Union européenne, mais vous avez d'autres zones géographiques qui ne sont pas représentées. L'Amérique latine, le Brésil peut très bien prétendre à une place de membre permanent. Vous avez la Turquie qui, par sa position géostratégique, a aussi des arguments à faire valoir. Et puis évidemment, vous avez l'Arabie Saoudite. Mais une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que l'Arabie Saoudite fait déjà partie des BRICS, ce qui n'est pas en soi un problème. Nous sommes bien d'accord. Mais si vous me posez la question de savoir quels pourraient être les 2 pays africains qui pourraient prétendre à entrer au Conseil de sécurité en tant que membre permanent, je pense que il va y avoir, un critère à la fois de poids géopolitique, économique et stratégique. Et de ce point de vue-là, si l'on tient compte d'une juste répartition géographique, normalement l'Afrique du Nord devra être représentée, mais quand on connaît l'antagonisme de certains pays, notamment du Maghreb, notamment l'Algérie avec le Maroc ou d'autres dissensions entre ces pays, il va y avoir beaucoup de problèmes pour se choisir le pays qui pourrait prétendre siéger, même si de mon point de vue, je pense que l'Égypte a tous les atouts pour, siéger. En Afrique subsaharienne, vous avez 2 pays qui se détachent. Ils sont curieusement anglophones tous les 2. Il s'agit du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Vous noterez également que l'Afrique du Sud est déjà membre des BRICS, ce qui n'est pas en soi un problème. Nous sommes bien d'accord, mais ça pourrait effectivement, dans le cadre d'un affrontement ou d'un choc frontal sur des options fondamentales, eh bien, créer des fissures au sein du Conseil de sécurité. Maintenant, on peut aussi sortir de ces critères et cibler des pays qui, sans forcément avoir ce poids économique, ont néanmoins le mérite, je pense à la République démocratique du Congo, le mérite d'être d'abord géographiquement très bien situé, être au cœur d'un certain nombre de zones régionales ou sous-régionales. La RDC appartient à la CIAC, à la SADC, au COMESA, membre évidemment de l'Union africaine, mais aussi de la CIRGL. Donc la RDC peut être effectivement un client intéressant, sans compter le fait que la RDC, depuis maintenant quelques années, s'est positionnée comme pays solution dans ce qui est, la problématique du changement et du dérèglement climatique. C'est un pays qui a effectivement des arguments à faire valoir. Il semblerait que depuis quelques années, il y a eu au niveau africain des avancées quant à la manière la plus efficace de se choisir ses membres. Maintenant, il faut qu'une inconnue soit levée. On a parlé de 2 pays africains. Je m'interroge simplement sur le nombre, dès lors que, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez d'autres acteurs non africains qui peuvent aussi et largement prétendre à une présence au Conseil de sécurité. Et je suis même prêt à parier que si on avait évoqué le cas du Brésil ou de la Turquie, je ne suis pas certain que l'on aurait refusé à ces pays un droit de veto. Mais bon, cela n'engage que moi, mais je constate simplement qu'au-delà de la symbolique, au-delà du fait que c'est une nouvelle qui semble redonner, je dirais, à l'Afrique un semblant de crédibilité, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie. Les grandes puissances se sont dit, est-ce que nous ne devons pas miroiter à l'Afrique cette possibilité de siéger parmi nous pour que facilement ces 2 pays qui vont siéger puissent agir, influencer la destinée de l'Afrique
par rapport à la Russie et à la Chine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il est indéniable et c'est un fait avéré que l'Occident est en recul sur le continent africain. Très clairement. Vous avez des puissances émergentes qui aujourd'hui avancent leurs pions, ou des puissances tout court. Aujourd'hui, la Chine conteste très largement l'hégémonie occidentale et vous avez d'autres acteurs comme l'Inde, la Turquie qui également avancent leurs pions. Vous devez aussi comprendre que l'Occident, durant toutes ces années, s'est montré particulièrement maladroite sur le continent, puisqu'elle affichait ostensiblement son mépris à sa condescendance sur un certain nombre de dossiers, ce qui a occasionné une véritable prise de conscience de la part de certaines opinions publiques. Et vous avez comme ça des pays comme les États-Unis ou la France qui ont été tout simplement balayés de certains pays dans lesquels ils étaient implantés. Ce qui montre bien qu'il y a là aussi une évolution notable. Si le calcul des Occidentaux aujourd'hui est de faire entrer ces deux pays africains au Conseil de sécurité pour un temps soit peu rééquilibrer les choses, je pense que c'est un très mauvais calcul pour la simple et bonne raison que depuis 2022, depuis ce fameux vote à l'Assemblée générale sur l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, nous avons assisté à une vraie bascule géopolitique et stratégique, une vraie fragmentation en blocs monolithiques, ceux qui évidemment font partie du groupe occidental, du camp occidental, ceux qui s'opposent à ce bloc, et puis ceux qui sont, je dirais, dans l'entre-deux, qui ne savent pas se déterminer, et qui ont justement créé cette nouvelle notion que l'on appelle le multi-alignement. Cela signifie que vous pouvez appartenir à des organisations régionales ou sous-régionales d'intégration économique, mais vous prononcez au cas par cas sur des situations en rompant avec notamment la solidarité qui peut être de rigueur. Vous pouvez aussi être en désaccord avec un allié, avec un partenaire fiable, sans pour autant remettre en cause la pertinence de vos liens. Je vous donne un exemple. La RDC, par exemple, en mars 2022, avait voté pour la condamnation de la Russie dans son opération spéciale, ce qui était tout à fait logique puisque la RDC est un pays agressé. Donc la RDC a été conséquente avec elle-même. Vous avez au sein des BRICS, par exemple, un pays comme l'Afrique du Sud qui entretient d'excellents rapports avec Israël, mais qui a condamné avec énormément de virulence les actions menées par Israël dans la bande de Gaza, portant même jusqu'à la Cour internationale de justice ce plaidoyer. Vous avez d'autres pays comme le Nigeria également, qui ont des relations économiques extrêmement fructueuses avec Israël, mais qui ont une approche extrêmement dure et intransigeante par rapport à Israël. Donc on le voit, ce multi-alignement est une manière de pouvoir apprécier, je dirais, à la carte et en fonction de vos intérêts, les situations au cas par cas. Aujourd'hui, les pays africains votent de manière totalement décomplexée. Il est loin le temps où il y avait ces injonctions qui venaient de Paris ou de Washington pour influer votre vote en échange d'une meilleure représentation dans les instances internationales. Je pense à la fonction publique internationale, je pense à des postes de responsables d'agences des Nations Unies. Mais cette époque-là est désormais révolue. Aujourd'hui, on le voit très bien, cette volonté d'empêcher justement ces pays africains de pouvoir disposer de ce droit de veto, justement, c'est parce qu'on prend véritablement conscience du risque que cela occasionnerait. Maintenant, il est probable que certains pays africains soient prêts à jouer le jeu en se disant tout compte fait, être au Conseil de sécurité de manière permanente, c'est d'abord être dans un poste d'observation important, et c'est aussi une manière de pouvoir influer sur les cours des choses. Sauf que, on le voit depuis 1945, ce sont toujours ceux qui fixent les règles du jeu qui sont les premiers à les violer. Et là, véritablement, nous avons un vrai problème. Et je pense que si réforme de l'ONU il doit y avoir, eh bien, elle ne devrait pas se limiter au Conseil de sécurité, elle devrait s'étendre également à l'Assemblée générale, en tenant compte notamment de l'évolution du monde, en tenant compte de la nouvelle configuration géopolitique et stratégique, et en tenant compte tout simplement de la réalité. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, où nous parlons
de l'actualité internationale dans son aspect diplomatie internationale. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre Washington et Dallas, nous sommes en train de recevoir pour vous Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique. Nous avons l'Alliance des États du Sahel une année après, toujours des complications, notamment des attaques des groupes armés. On pensait qu'avec cette union, il y aurait une stabilité. Quel est le bilan que vous faites de l'Alliance des États du Sahel, notamment avec le regroupement du Niger, du Burkina Faso et du Mali? Henri Désiré Nzouzi. Alors, l'an dernier, donc, il y a eu la charte du Liptako-Gourma, qui est en fait la fameuse zone des trois frontières, hein, qui est commune à ces trois pays qui font partie de l'Alliance des États du Sahel. L'idée de créer une confédération n'est pas mauvaise en soi. C'est peut-être la méthode. Vous pouvez être en désaccord avec la CEDEAO, mais rompre comme cela a été fait viole la lettre et l'esprit, notamment de la charte constitutive de la CEDEAO. Je rappelle que dans cette charte qui a été élaborée à Lagos en 1975, il y a l'article 91 qui dispose que si un État souhaite se retirer de l'organisation, elle doit le notifier par écrit au secrétariat exécutif. Passé une année, eh bien, s'il n'y a pas de réponse, eh bien, le retrait est acté. Cela n'a pas été fait dans les règles, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, s'il y a un bilan à tirer, il est d'abord et avant tout sécuritaire. Parce que la charte qui unit justement ces trois pays crée notamment un cadre de défense et d'assistance mutuelle permettant à ces pays, c'est notamment l'article 5, un pays qui serait menacé ou attaqué, eh bien, serait automatiquement soutenu, défendu par les autres parties contractantes. Mais sur le terrain, à quoi avons-nous observé ces derniers mois? Il y a eu des attaques sanglantes à Bamako, il y a eu des attaques sanglantes au Burkina, il y a eu cette défaite cinglante dans le nord du pays, avec notamment les pertes infligées à Wagner. On va dire que sur un plan sécuritaire, le bilan est plutôt négatif, même si dans ce bilan, il y a néanmoins des avancées qui ont été observées, notamment en matière de coopération, en matière d'échange de renseignements et d'appui logistique. On a vu effectivement le Niger, le Burkina et le Mali s'entraider. Mais une fois qu'on a dit ça, on se rend vite compte en fait que à côté de la problématique sécuritaire, vous avez d'autres problèmes qui se posent avec acuité. C'est pour cette raison d'ailleurs que lors de la dernière réunion tripartite qui réunissait les trois pays membres de la fédération de l'Alliance des États du Sahel, eh bien, vous avez vu sortir du chapeau un certain nombre d'initiatives, notamment le passeport pour la libre circulation, un fonds de stabilisation économique, un fonds d'investissement.
Mais tout cela n'aura de sens que si la situation sécuritaire est stabilisée. Une des leçons que l'on peut aussi retenir, c'est que vous avez quand même eu de la part des trois juntes qui sont au pouvoir dans ces trois pays une erreur d'appréciation. À trop vouloir jouer les opinions publiques contre l'Occident, en pointant du doigt l'Occident, on finit par ne même plus reconnaître sa propre part de responsabilité dans les problèmes qu'il y a. Je rappelle que Barkhane n'est plus au Mali, les Français ont quitté le Niger, les Russes qui étaient déjà actifs via Wagner maintenant sous le nom d'Africa Corps sont présents, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu d'avancées significatives, si ce n'est davantage, je dirais, d'accès aux richesses dans ces pays pour notamment la Russie. Il faut être conscient d'une chose, c'est que les pays, effectivement, sont tout à fait légitimes à nouer les alliances qu'ils souhaitent, mais cela ne doit pas se faire au détriment du bien-être de leur population. Vous avez à un certain moment une impatience qui commence à monter parce que vous avez des problématiques sociales, éducatives, en matière de justice qui se posent et vous devez être en mesure de mener de front ces deux chantiers. Aujourd'hui, il est peut-être prématuré de faire un bilan définitif. Je pense que nous pourrions en reparler l'année prochaine. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ces trois pays sont enclavés, même s'ils développent, je dirais, une sorte de marché intérieur leur permettant de commercer, il y a le problème de l'accessibilité à la mer qui va se poser avec des pays qui leur sont frontaliers et qui sont toujours membres de la CEDEAO. Et je dirais que la chance de ces trois pays, c'est de pouvoir surfer sur une forme, je dirais, de division apparente au sein de la CEDEAO. On a vu que lorsque la CEDEAO s'apprêtait notamment à infliger des sanctions, il y avait des voix discordantes. Et je pense que c'est la chance que peut bénéficier ces trois pays, c'est de pouvoir comme ça jouer sur les divisions des uns et des autres. Mais attention, l'exercice a ses limites parce qu'il y a le principe de réalité qui s'impose à tous et je pense que des passerelles restent encore possibles entre la CEDEAO et cette confédération donc des États du Sahel pour qu'ils puissent vivre en bonne intelligence. Mais je ne vois pas de contradiction entre cette alliance-là et une coopération élargie à la CEDEAO. Nous restons toujours dans l'état du Sahel, mais nous allons nous transposer à la Guinée. La Guinée où vous avez Mamadou Doumbouya à la tête de la Guinée, à la tête d'une junte qui avait promis qu'il ne sera pas candidat aux élections. Mais là, par le biais de son porte-parole, il est candidat. Comment expliquer cela? C'est la Constitution qui le permet ou bien c'est une réelle politique qui change la donne? Henri Désiré. Ce qu'il faut d'emblée dire, c'est que lorsque vous avez un coup d'État, un coup de force, la Constitution devient inopérante, sauf si vous décidez de l'amender ou de la réformer de fond en comble. Le cas de la Guinée est assez particulier parce que c'est au fond le seul des 4 pays qui ont connu un coup d'État ces dernières années qui a réussi à échapper aux sanctions, notamment de la CEDEAO, tout en continuant à préserver de bonnes relations avec la France. C'est vrai que Doumbouya avait été plutôt malin au début, puisqu'il a initié un certain nombre de consultations en interne, qui même si elles n'ont pas toujours été appréciées à leur juste valeur, lui a permis de gagner du temps. On a vu le débat relatif à la durée de la transition, et puis vous évoquez effectivement cette candidature qui se fait avec en toile de fond une forme de restriction de liberté individuelle, mais aussi une difficulté pour les partis politiques d'opposition de fonctionner correctement. Donc nous assistons là véritablement à une dérive. Nous verrons comment est-ce que cela se traduira. Je note simplement qu'à l'heure actuelle, la Guinée n'est pas ciblée de manière prioritaire par la CEDEAO en termes de sanctions. Peut-être que la situation actuelle au Sahel avec la détérioration du climat sécuritaire permet tout simplement de prendre des initiatives puisque à l'heure actuelle toute l'attention
est focalisée sur d'autres théâtres d'opération. On ne va pas les rappeler, Gaza, l'Ukraine, le Soudan et bien évidemment la bande sahélo-saharienne. Donc nous avons là effectivement ce que j'appelle communément le mobile et l'opportunité. Et puis vous avez effectivement aux États-Unis ces élections américaines au mois de novembre qui fait que voilà, on prend un peu de liberté et on verra après ce que cela va donner. De partout où nous suivez, nous sommes en connexion entre Washington et Dallas où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. Nous allons dans les assises internationales qui se sont tenues et qui se tiendront en Europe. Nous commencerons aussi par cette assise qui s'est tenue en Chine, le forum de coopération sino-africain, opportunités et défis après le sommet de Pékin du 4 au 6 septembre 2024. Henri Désiré Nzouzi, avant de parler de ce forum futur de la francophonie, nous allons débuter avec ce forum qui s'est tenu en Chine. Quels ont été les enjeux et actuellement, quel est le bilan de ce forum sino-africain tenu à Pékin? Alors, il faut rappeler que c'est depuis le début des années 2000 que le forum de coopération sino-africain a été initié. La dernière édition s'est tenue en 2021 à Dakar et qui a d'ailleurs donné lieu à la déclaration de Dakar avec un certain nombre, je dirais, de principes, mais aussi une ambition de pouvoir renforcer cette coopération sino-africaine. Mais il faut d'abord et avant tout considérer ce forum comme étant un extraordinaire instrument d'influence chinoise à l'international et une volonté de pouvoir raffermir ses liens avec l'Afrique à un moment où il y a un véritable désamour entre l'Afrique et les Occidentaux. À ce petit jeu-là, il faut dire que les Chinois ont été plutôt intelligents. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que depuis le lancement de ce forum, la Chine s'est considérablement investie en termes d'investissement direct dans plusieurs pays sans toujours prendre en considération, je dirais, la part qui revenait légitimement à ce pays. Tout ça pour vous dire, en fait, que dans ce forum de coopération, c'est tout bénef pour la Chine, puisque l'Afrique ne s'est toujours pas dotée d'un outil stratégique lui permettant de pouvoir véritablement équilibrer cette relation. Les Chinois ont élaboré un plan stratégique dans leur vision de coopération avec l'Afrique à l'horizon 2035. Ce document a été élaboré quelques mois après le sommet de Dakar avec l'aide de certains pays africains, mais curieusement, l'Afrique n'a pas été en capacité d'élaborer un document similaire pour pouvoir définir les contours d'une relation réformée, redéfinie avec la Chine. Et c'est cela notre talon d'Achille. La deuxième chose que je devrais en tout cas ajouter, c'est que vous avez une prépondérance des positions chinoises, puisque le deal infrastructure contre accès aux richesses ne permettent pas toujours aux pays
concernés de pouvoir y trouver leur compte. Je rappelle que la République démocratique du Congo a réussi à renégocier les contrats chinois lorsque l'on s'est rendu compte que la partie congolaise était, disons, la moins bien lotie. Les Chinois ont fait cet effort-là de rétablir un peu les choses et d'actualiser, je dirais, les bénéfices qui revenaient de droit à la RDC. Encore une fois, je le répète, les États n'ont que des intérêts et il est tout à fait normal que la Chine veuille tirer la couverture de son côté, mais il appartient aussi aux Africains de savoir ce qu'ils veulent. Vous savez, on a évoqué tout à l'heure le problème du siège permanent au Conseil de sécurité sans droit de veto, mais je pense que la clé reste avant tout et surtout dans la capacité des Africains à se parler d'abord entre eux, parce qu'il y a encore malheureusement beaucoup de divergences, beaucoup de disparités, beaucoup d'intérêts divergents, parce qu'il y a encore cette volonté de nouer des partenariats privilégiés et stratégiques avec des puissances émergentes, plutôt que de trouver des partenaires au niveau du continent. Le bilan, ben écoutez, nous verrons. La Chine investit massivement en Afrique. Certains pays ont réussi à tirer leur épingle du jeu du point de vue infrastructure, mais je pense que l'Afrique gagnerait à ce qu'il y ait une relation beaucoup plus équilibrée, ce qui n'est malheureusement pas le cas à l'heure actuelle avec la Chine. Les enjeux du prochain sommet de la francophonie OIF à Paris, du 3 au 5 octobre 2024. Quel est l'objectif poursuivi par ce sommet, Henri Désiré Nzuzi? Rappeler tout simplement la pertinence des liens qui unissent les États qui font partie de cet espace-là, accueillir de nouveaux membres effectifs, accueillir les observateurs, faire un bilan de l'action passée, mais je crois que pour ce qui est de la RDC, la plus grande frustration restera l'absence de condamnation du Rwanda, pays membre qui agresse un autre pays membre. Et ça montre encore une fois... La RDC risque d'y participer, et même quand vous voyez la secrétaire générale de l'UEF n'était pas venue à la précédente activité ici à Kinshasa, est-ce que la RDC trouvera son compte d'y aller quand la RDC s'est sentie sabotée par l'absence des autorités marquantes de l'OIF, et quand vous sentez un peu cette France un peu dubitative par rapport à la situation de la RDC à l'Est? Alors, si vous faites allusion au 9e jeu de la francophonie, je peux vous en parler puisque j'ai eu l'immense privilège de présenter la cérémonie d'ouverture. Le choix de la RDC, le choix légitime et souverain a été de ne pas inviter la secrétaire générale, très clairement. Donc, elle a été représentée par une autre personnalité qui est venue représenter l'OIF. Donc, il y a eu de toute manière, pardon, une forme de continuité. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de problème. Mais nous parlons de deux choses totalement différentes. La RDC est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, son membre probablement le plus éminent en termes de nombre de locuteurs, en termes géographiques. Hein, c'est le plus grand pays de l'espace francophone avec la population la plus importante, qui fait l'objet d'une agression caractérisée qui n'a pas été condamnée par l'organisation à laquelle elle appartient, ainsi que le pays agresseur. Là, nous avons un vrai problème. Alors, vous savez, en matière d'hypocrisie, vous avez deux possibilités. Soit vous jouez le jeu, mais à ce moment-là, vous perdez la face. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Winston Churchill, hein, lorsque il y a eu, notamment dans les années 40, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, cette volonté de fuir ses responsabilités. Churchill disait que on avait le choix entre le déshonneur et la guerre. On a eu le déshonneur et on aura la guerre. Donc il faut faire très attention avec cela. Donc nous devons savoir ce que nous voulons. Je pense que la RDC peut valablement se faire représenter. Si le chef de l'État souhaite faire le voyage pour porter un message fort, un plaidoyer fort pour que les choses soient comprises et ne soient pas, je dirais, mal interprétées, ça peut effectivement être une stratégie. Mais vous savez, ce genre de sommet se prépare en amont.
Ça veut dire que vous devez envoyer ou dépêcher des émissaires dans les pays qui ont le poids le plus important au sein de l'OIF. Je pense évidemment au Canada et à d'autres pour justement faire part de vos intentions. Et le moment venu, vous assurer du soutien. Je ne sais pas si cela a été fait, mais en tout état de cause, en ce qui me concerne, je pense que l'avantage d'y aller, c'est effectivement de porter le plaidoyer. Si le choix est fait de ne pas être représenté, ce sera une manière de pouvoir manifester ostensiblement un désaccord. Et je pense que nous devrions davantage profiter de notre poids au sein de l'OIF. Je ne pense pas que nous le fassions suffisamment ou que nous soyons véritablement conscients du poids que nous représentons. Il y a eu à un moment donné un débat sur le retrait de notre pays de l'organisation sans que nous soyons allés jusqu'au bout de cette logique. Peut-être aurions-nous pu tenter l'expérience pour voir ce que cela va donner. Vous savez, lorsque le Mali et le Niger ont décidé unilatéralement de quitter la CEDEAO, la première chose que la CEDEAO a faite, c'était d'envoyer des émissaires pour les convaincre de ne pas se retirer. Donc voilà, c'est toujours dans le jeu diplomatique, stratégique, des astuces qui peuvent être envisagées pour éventuellement tester la détermination de votre adversaire. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais voilà, il faut y réfléchir, il faut réfléchir sérieusement. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi depuis Washington en connexion avec l'État du Texas. Le retour sur ce plateau numérique où nous sommes dans le JT diplomatique, nous parlons de l'actualité internationale. Henri Désiré Nzouzi, la France, malgré les difficultés, a finalement un gouvernement. Mais comment expliquer cette crise qui s'étend de la Belgique à la France? Est-ce que cette fois-ci, avec les gouvernements en place, des solutions concrètes peuvent être trouvées, ou bien nous sommes encore dans ces cocktails qui va encore exploser et bloquer la machine gouvernementale dans un futur proche? Alors, on va peut-être commencer par la Belgique. La Belgique a une tradition de longues négociations. Il y a de cela quelques années, ces négociations ont duré plus de 500 jours. La Belgique étant un pays organisé, il n'y a pas vraiment eu de conséquences sociales puisque le gouvernement était en affaires courantes pendant que se négociait l'avenir du pays, une administration forte et puissante, donc il n'y a pas eu de problème, sans compter cette tradition de compromis que l'on connaît. Ce qui se passe à l'heure actuelle en Belgique n'a rien d'exceptionnel, simplement vous avez un attelage institutionnel, linguistique et politique très compliqué. C'est une alchimie à mettre en place avec notamment le nord du pays dominé par la Flandre mais aussi par la NVA qui est le parti dominant, et puis vous avez dans le sud un paysage politique qui est beaucoup plus morcelé avec notamment un mouvement réformateur libéral qui est plutôt aujourd'hui
en position de force, hein, avec notamment la droite modérée, hein, le centre droit, les engagés, avec lesquels visiblement l'attelage a été décidé. Il faut chaque fois obtenir une majorité dans le groupe linguistique avant d'aller au niveau fédéral. Les choses sont en train de se discuter. On a vu l'échec de la mission de Bart De Wever. Il y a eu ensuite les engagés. Maintenant, c'est une responsable écologique. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il n'y a pas vraiment d'inquiétude. En France, c'est plutôt différent, parce que la France fonctionne de manière assez binaire. Vous avez la gauche, la droite, on ne se mélange pas, il n'y a pas de compromis, les choses sont claires. Sauf que aucune majorité ne s'est détachée véritablement. Ce qui a donné lieu depuis le mois de juillet, eh bien, cette situation, à la suite des élections européennes qui ont incité Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. Après 2 mois de discussion, un gouvernement a pu être mis en place, mais je vous dirais d'emblée que ce gouvernement est de transition, parce que selon la Constitution française, vous ne pouvez pas dissoudre l'Assemblée nationale 2 fois dans la même année. Donc, l'Assemblée ayant été dissoute, il y a eu des élections au mois de juillet. Il y a maintenant effectivement un gouvernement. Ici, le président souhaite dissoudre, il doit attendre eh bien, l'année prochaine. Et je pense que compte tenu de la disparité qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale française, avec 3 blocs monolithiques, le Nouveau Front Populaire, le Bloc central, ses alliés, ainsi que le Rassemblement national. Pour l'instant, il y a un pacte de non-agression entre le Rassemblement national et le Bloc central. Le Rassemblement national a promis de ne pas censurer le gouvernement. Il verra au cas par cas ce qu'il faudra faire. Le Nouveau Front Populaire va certainement vouloir censurer, mais n'obtiendra pas la majorité nécessaire pour le faire. Je pense que Michel Barnier tentera vraisemblablement de faire ce qu'il peut, mais je pense que le plus probable, c'est une nouvelle dissolution. Et là, il faut bien le dire, nous serons à 2 ans d'une élection présidentielle à laquelle Emmanuel Macron ne participera pas. Henri Désiré Nzouzi, lors de la 79e Assemblée générale des Nations unies, nous avons connu la participation du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Quelle est la symbolique de sa participation dans ces assises? Est-ce que cette fois-ci, la voix de la Palestine sera entendue? Ben c'est un événement inédit, considérable, qui a été validé par une majorité de pays membres. Ce qui montre bien, on va dire, l'exaspération par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, aussi bien à Gaza qu'au Liban. Cette reconnaissance est aussi une manière de reconnaître que le combat pour la liberté peut effectivement être couronné de succès dès lors qu'il suscite la reconnaissance des uns et des autres. Mais c'est aussi un moyen de pression qui est exercé sur les États-Unis, notamment, qui sont connus pour leur soutien indéfectible à Israël et qui usent régulièrement de son droit de veto pour précisément éviter que l'État hébreu ne soit sanctionné. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes véritablement entrés dans l'ère du multi-alignement. Je préfère ce terme au multilatéralisme, parce que même dans le multilatéralisme, lorsque vous avez des blocs qui s'expriment, vous ne pouvez pas empêcher au sein de ces blocs qu'il y ait des voix divergentes. Aujourd'hui, les pays se déterminent en leur âme et conscience, et même si les États-Unis ont déploré le fait que la Palestine siège à l'Assemblée générale, eh bien, il y a une dynamique qui s'est enclenchée et on ne peut pas être du mauvais côté de l'histoire. Et je pense que nous verrons comment les choses s'articuleront. Le résultat de l'élection présidentielle américaine n'étant pas connu, nous ne pouvons pas préjuger de la suite, mais le plus probable,
c'est que même si il y a des inflexions dans la politique étrangère américaine, eh bien, le soutien indéfectible à Israël restera indéfectible. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc, vous verrez que tout cela aura forcément des conséquences sur la manière dont pourrait être pensé, repensé, réformé à la fois le Conseil de sécurité, mais même au-delà, les Nations Unies, qui, je le rappelle, l'année prochaine, fêtent leurs 80 ans. La 80e Assemblée Générale des Nations Unies sera historique. Quoi qu'on en dise, ce sera une opportunité de dépoussiérer une vieille machine qui a traversé le temps, qui a été le témoin de plusieurs conflits meurtriers et qui doit pouvoir se remettre en question. Et la présence de la Palestine à l'Assemblée générale est le premier signe tangible de ce frémissement auquel aspire bon nombre de peuples. De partout où nous suivez, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges où nous sommes en connexion entre Washington et Texas. Nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. C'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Nous sommes ici sur ce plateau numérique avec Henri Désiré Nzouzi. Henri Désiré Nzouzi, nous atterrissons déjà. Le networking a un nouveau logo et j'en profite de l'agenda du dîner d'affaires diplomatie économique du 25 octobre 2024 à l'hôtel Hilton de Kinshasa. À quoi s'attendre et que pouvez-vous nous dire de ce dîner? Alors, on va peut-être commencer par le logo du networking. Il était important. C'est toujours dans les networking que vous organisez ça? Alors, le networking existe depuis bientôt 4 ans et j'ai estimé qu'il était important d'avoir une identité visuelle. Cette identité visuelle reflète la lettre et l'esprit du networking, c'est-à-dire connecter les acteurs de la vie internationale actifs en RDC aux différents écosystèmes congolais. Voilà, vous avez donc les cercles concentriques qui, en fait, sont liés par des passerelles qui, justement, créent ces convergences, mais ces rapports entre ces différents milieux, ces différents cercles qui, parfois, se côtoient sans véritablement se rencontrer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai décidé de faire du networking un label de qualité. Le fait que nous nous réunissons une fois par mois dans un endroit exclusif, de prestige, je le dis vraiment en toute humilité, c'est davantage pour susciter l'intérêt des décideurs, ceux dont la parole porte et qui, au cours d'un moment de convivialité, ont la possibilité de nouer d'autres liens avec des personnes vis-à-vis desquelles des convergences sont envisageables. Maintenant, vous faites allusion au dîner diplomatique qui aura lieu le 25 octobre. Il s'agit de la première initiative nationale qui permettra de décerner des prix, des récompenses aux meilleurs investisseurs étrangers. Vous avez en RDC des communautés établies depuis maintenant de nombreuses années
Et parmi ces communautés, vous en avez qui véritablement ont fait le pari de s'installer durablement dans notre pays en investissant massivement. Ce sera l'opportunité d'identifier les investissements les plus emblématiques, ceux qui ont eu l'impact le plus important sur notre population, mais également sur le développement de notre pays. Et nous allons créer des vocations, susciter des vocations, tout simplement en réunissant tout ce beau monde, diplomates, institutionnels, entrepreneurs, investisseurs, au cours de cette soirée qui aura lieu le vendredi 25 octobre à partir de 18h au Hilton. Avant cela, il y aura le 17 octobre le matin une conférence de presse pour annoncer officiellement l'initiative, et le même jour, le 17 octobre, toujours au Hilton à 17h, le networking où nous accueillerons, comme nous le faisons d'habitude, la communauté internationale, les entrepreneurs, les politiques, la société civile, pour un moment de convivialité au cours duquel il y aura bien évidemment des prises de parole. Je précise par ailleurs que le 25 octobre, la matinée, toujours au Hilton, il y aura l'exposition des partenaires ou des entreprises qui souhaitent se joindre à cette initiative pour faire connaître leur savoir-faire et leurs compétences. C'est un moment important auquel nous nous attendons et nous invitons bien évidemment le plus de monde possible pour pouvoir nous honorer de leur présence. Henri Désiré Nzouzi, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir était pour moi. Merci infiniment. De partout où nous avez suivi, nous avons reçu pour vous depuis Washington Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique. Il est spécialiste en diplomatie internationale. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.